Bonjour, je suis Sophie Vincent. Je vais vous faire un cours aujourd'hui sur la pharmacocinétique, ce qui concerne le devenir du médicament dans l'organisme. Donc en introduction, et pour rappel, le médicament il est constitué d'un principe actif, la molécule active qui est responsable de l'effet thérapeutique du médicament, et d'un ensemble d'excipients qui sont des substances qui vont à la fois assurer la conservation du médicament, faciliter sa mise en forme et son administration. Ils vont aider à acheminer la molécule de principe actif vers le site d'action et à contrôler son absorption par l'organisme. Donc ces excipients, on veut qu'ils aient une innocuité, mais ils peuvent avoir parfois des effets, donc des effets indésirables, qui sont différents de l'effet thérapeutique donné par le principe actif. Et comme j'ai dit, vont participer à la mise en forme du médicament. C'est important à la fois pour le principe actif et pour les excipients de connaître la structure chimique et les propriétés physico-chimiques. Cela va permettre, donc, comme j'ai dit, la mise en forme galénique du médicament, mais ça va aussi déterminer les propriétés pharmacocinétiques et les propriétés pharmacologiques du médicament. Il est important de distinguer la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. La pharmacocinétique, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'étude des actions de l'organisme sur un médicament. On parle de l'étude de la relation dose-concentration. C'est différent de la pharmacodynamie, qui constitue l'étude des actions du médicament sur l'organisme. Et donc du coup, là, on parle de la relation dose-effet. Donc aujourd'hui, on va se concentrer que sur la pharmacocinétique. La pharmacocinétique est constituée de 4 grandes phases. On appelle les phases ADME, donc l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination ou l'excrétion. On va commencer par aborder l'absorption. Donc l'absorption, qu'est-ce que c'est ? Le but de l'absorption, c'est d'amener le principe actif, donc la molécule active, de son site d'administration jusqu'à la circulation sanguine. Donc, cette étape va être un peu différente en fonction de la voie d'administration utilisée. Donc, la plus connue, on va avoir la voie d'administration orale. Il faut aussi avoir injectable, cutanée, rectale ou pulmonaire. Dans le cas de l'administration, la voie d'administration en voie injectable, on ne va pas avoir de phase d'absorption parce que le médicament va directement être administré dans le sang. Le choix de la voie d'administration va dépendre de beaucoup de choses. L'objectif thérapeutique, donc si on veut un effet rapide, ou à l'inverse, si on veut un effet uniquement local, on ne va pas forcément privilégier la voie injectable qui va directement être dans le sang. On va aussi être conditionné par l'état du patient. Parfois, il va y avoir une contre-indication de la voie orale, ainsi que les propriétés physico-chimiques et la taille des molécules. Donc ça, on va en reparler en ce qui concerne l'acidité gastrique et aussi la métabolisation des médicaments par les enzymes qui vont les dégrader. Comme j'ai déjà mentionné, la voie la plus courante, c'est la voie orale, avec un rôle très important de l'intestin grêle. Et l'absorption va se faire selon 3 mécanismes différents. Donc l'absorption au niveau de l'intestin va se faire selon 3 mécanismes différents. Donc déjà les transports passifs, qui regroupent la diffusion simple ou diffusion passive simple et la diffusion facilitée. Et après les transports actifs, on va reprendre plus en détail dans les diapos suivantes. Comme vous pouvez le voir, au niveau de l'intestin, on va avoir une circulation sanguine qui arrive avec le sang pauvre en nutriments. Et au fur et à mesure que les nutriments et donc les médicaments sont absorbés au niveau de l'épithélium intestinal, les nutriments vont passer dans le sang et repartir. Le sang repart chargé en nutriments et donc en médicaments. Comme j'ai mentionné, on a d'abord les mécanismes de transport passif. Donc, dans le cas de la diffusion simple, qui est le transport
le plus fréquent. La diffusion est un transport non spécifique, non compétitif, non saturable, qui va s'effectuer selon un gradient de concentration. Donc, gradient de concentration, c'est-à-dire qu'on va aller du milieu où la molécule est la plus concentrée à là où elle est le moins concentrée. Et comme c'est un transport passif, il n'y a pas besoin d'apport d'énergie. Donc, dans le cas de nos molécules et certains médicaments qui vont passer par diffusion simple, il va y avoir une traversée libre de la membrane des cellules lorsque la concentration dans le milieu extracellulaire est supérieure à celle dans le milieu intracellulaire. Deuxième type de transport passif, ce qu'on appelle la diffusion facilitée. Cette fois-ci, elle est spécifique. Elle va se faire grâce à une protéine de transport. Donc, cette protéine de transport, elle va reconnaître un type de molécule en particulier qu'elle va laisser passer. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est spécifique. Elle est compétitive. Donc, comme vous pouvez voir, c'est l'exemple le plus à droite du diaporama. Une fois que la molécule est dans le transporteur, tant que le transport n'est pas fini, on ne peut pas avoir une nouvelle molécule. C'est pour ça qu'on dit qu'elle peut être saturable. Donc ça, c'est le cas des transporteurs. Dans le cas des canaux ou des pores, il y a un libre passage à travers le canal ou le pore de la molécule reconnue par ce canal ou ce pore. Et donc, pour les canaux et les pores, le transport n'est pas saturable. Encore une fois, il s'agit d'un transport passif qui s'effectue selon un gradient de concentration et donc sans apport d'énergie nécessaire. Troisième type de transport, on appelle le transport actif. Actif parce qu'il a besoin d'énergie. Transport consommateur d'énergie fourni par l'ATP qui va être hydrolysé. Et c'est l'hydrolyse de l'ATP qui va fournir l'énergie nécessaire à faire fonctionner le complexe macromoléculaire ou le transporteur actif. Ce transport, il a besoin d'énergie parce qu'il fonctionne contre un gradient de concentration. On va avoir différents facteurs qui vont modifier l'absorption digestive, notamment vidange gastrique, le pH gastrique, la motilité intestinale, qui va aussi changer en fonction pour un individu s'il vient de manger ou pas. Donc si le patient est à jeun ou au contraire s'il est en postprandial. On revoit ça avec l'alimentation. Il y a aussi les facteurs comme l'âge, les pathologies et les interactions potentielles avec d'autres médicaments. Tout ça, on peut résumer en disant qu'il y a des facteurs de variabilité inter- et intra-individuelle. Les individus entre eux vont avoir des variations et un même individu aura des variations en fonction du moment de la journée, de son alimentation, de son état et ainsi de suite. Quelques points importants à mentionner en ce qui concerne l'absorption. L'épithélium digestif, donc les cellules au niveau de l'intestin, sont principalement lipidiques au niveau de leur membrane. Donc, la solubilité du principe actif dans les lipides sera donc un facteur essentiel au cours de l'absorption. La lumière gastrique a un pH très acide, de 1,5 à 5. L'acidité peut endommager certains principes actifs. Cela va aussi conditionner la formulation des médicaments. Possibilité d'utiliser des formes qu'on appelle gastro-résistantes, qui ne vont pas être dégradées par l'acidité gastrique. Et on a aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des prodrogues, dont je vais reparler tout à l'heure. Prodrogues sont des médicaments administrés sous forme inactive qui sont activés à l'intérieur de l'organisme. La lumière intestinale, elle, a un pH plus basique que celui de l'estomac. C'est le site d'absorption d'un très grand nombre de médicaments. On a une surface d'échange très grande qui permet d'absorber de nombreux nutriments et donc aussi les médicaments. Cette absorption va permettre le passage du médicament dans la circulation générale.
Donc il va être absorbé au niveau de l'intestin. Il y aura une diffusion et un transport par le système porte qui va diriger les principes actifs vers le foie. Et c'est après ce passage dans le foie qu'il va atteindre la circulation générale et être distribué vers tous les tissus. Les paramètres pharmacocinétiques qui mesurent l'absorption parlent principalement de la biodisponibilité. Notez F car il s'agit de la fraction de la dose du médicament administré qui atteint la circulation générale. Cette biodisponibilité correspond à un rapport. Elle est exprimée en pourcentage de 0 à 100% ou juste une valeur entre 0 et 1. Donc, dans l'exemple de l'administration intraveineuse, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'absorption. Les médicaments sont directement administrés dans le sang, dans la circulation générale. Du coup, il va de soi que les médicaments injectables ont une biodisponibilité de 100%. En ce qui concerne les facteurs qui vont limiter la biodisponibilité, donc la réduire. Tout d'abord, l'absorption elle-même, avec des variations en fonction des caractéristiques physico-chimiques des médicaments, des variations de transit chez le patient, du pH du milieu, donc ce qu'on a vu avec le pH différent au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. Tout ça va faire qu'il est possible qu'une fraction de la dose administrée ne soit pas absorbée ou prenne plus longtemps à être absorbée. Donc ça va affecter la biodisponibilité. Un autre facteur est ce qu'on appelle l'effet de premier passage. Donc il existe un effet de premier passage intestinal et surtout hépatique et pulmonaire, mais là c'est plus anecdotique. C'est vraiment l'effet de premier passage hépatique qui est important à retenir. Cet effet de premier passage, ça correspond à des réactions de métabolisation des médicaments qui vont avoir lieu avant que le médicament atteigne la circulation générale. Dans les diapos précédentes, je vous ai dit, après l'absorption intestinale des médicaments, le médicament va passer dans la vascularisation du système porte et atteindre le foie. Le foie, c'est un des organes qui est responsable d'une grande partie de la métabolisation des médicaments. Et du coup, ce premier passage hépatique, donc ce premier passage des médicaments au niveau du foie avant d'atteindre la circulation générale, fait que parfois, on va avoir une réduction considérable de la fraction du médicament avant d'atteindre la circulation générale. On va du coup avoir une diminution de la quantité du médicament et donc une diminution de la biodisponibilité. Donc un exemple de médicament concernés par ce premier passage hépatique, il y en a de nombreux, on parlait du propranolol, qui est un bêta-bloquant. Maintenant qu'on a vu l'absorption, on va pouvoir passer à la deuxième phase de la pharmacocinétique, la distribution. La distribution, c'est la répartition de la molécule dans l'organisme pour qu'elle atteigne sa cible. Elle se divise en deux étapes, le transport sanguin, avec la distribution du médicament dans la circulation générale, et ensuite la diffusion tissulaire. Pour le transport sanguin, le sang va jouer le rôle d'un véhicule de transport. À l'intérieur du sang circulant, on va retrouver des protéines circulantes qui vont être susceptibles de fixer les médicaments. On va parler alors de fixation aux protéines plasmatiques. La principale protéine plasmatique à laquelle on va s'intéresser, qui est présente en plus grande quantité, est l'albumine, abondante et en plus présentant de nombreux sites capables de lier de nombreux médicaments. La fixation aux protéines plasmatiques est une fixation réversible et la substance médicamenteuse va alors se retrouver sous deux formes. La forme libre, qui constitue la forme active, diffusible dans les tissus, ou la fraction liée, donc fraction liée aux protéines plasmatiques. Cette fraction liée, elle n'est pas pharmacologiquement active, elle va en quelque sorte constituer une réserve et ne peut pas traverser les membranes telles quelles. La fixation aux protéines plasmatiques va varier selon l'affinité à ces protéines, le nombre de sites de liaison
et la concentration du médicament au niveau du sang. Cela va aussi dépendre des caractéristiques physico-chimiques de la molécule. Dans le cadre d'une molécule hydrosoluble, elle va pouvoir être transportée en solution dans le plasma et donc aura une très faible liaison, voire aucune liaison aux protéines plasmatiques, alors que pour des molécules faiblement hydrosolubles, donc liposolubles, on va avoir beaucoup plus de liaisons aux protéines. La fixation aux protéines plasmatiques va donc être variable en fonction des médicaments. Cette fixation va être définie par un pourcentage de liaison pouvant aller de 0 à 100%. Donc on va globalement considérer qu'une substance est fortement liée si son pourcentage de fixation dépasse 75%. Il est possible d'avoir plusieurs principes actifs en même temps, lorsqu'on a des patients polymédiqués qui ont plus d'un médicament, administrés en plus parfois en même temps. Si deux médicaments sont caractérisés par une fixation importante, il est possible qu'ils agissent en compétition l'un à l'autre, et du coup on peut avoir un risque de surdosage ou d'action pharmacologique trop rapide, ou à l'inverse un risque de sous-dosage ou de retard dans l'effet pharmacologique en fonction de quel médicament se retrouve plus fixé. Comme je vous l'ai dit à la diapo précédente, seul le médicament libre est actif, et le médicament libre forme un complexe avec la protéine libre pour former un complexe médicament-protéine, qui va en quelque sorte agir comme une réserve en médicaments. On a parlé du transport sanguin. La deuxième partie de la distribution est la diffusion tissulaire, qui consiste la répartition du médicament dans l'ensemble des tissus et des organes. On va retrouver les mêmes mécanismes de diffusion qu'on a vus au niveau de l'absorption lors du passage de l'intestin au sang. On va aussi ici être influencé par le degré de fixation aux protéines. Cette fois-ci, pas seulement les protéines plasmatiques, mais aussi les protéines tissulaires. Encore une fois, il va y avoir une influence des caractéristiques physico-chimiques de la molécule, notamment sa masse moléculaire, donc sa taille, aussi sa lipophilie et son état d'ionisation. Les facteurs qui vont modifier la distribution, on va aussi retrouver l'irrigation des organes. Donc le foie, le rein, le cœur, le poumon et le cerveau sont des organes bien perfusés, à l'inverse de l'os, la peau et les graisses qui sont peu perfusés. Ça c'est important parce qu'on va retrouver une corrélation entre la vitesse de perfusion tissulaire et la vitesse de distribution dans les tissus. Un autre facteur qui va modifier la distribution est la présence ou non de transporteurs membranaires, donc d'influx qui vont permettre de faire rentrer les médicaments dans les cellules, ou à l'inverse, des flux qui vont faire ressortir les médicaments. Le passage des membranes cellulaires va dépendre, encore une fois, des caractères physico-chimiques de la molécule. Pour les molécules liposolubles, on va pouvoir favoriser mécanismes de diffusion, en tout cas des transports passifs. Pour les molécules hydrophiles, on va avoir besoin de transporteurs spécifiques, actifs et ou passifs, mais ils ne peuvent pas passer par diffusion simple, parce que, encore une fois, la membrane cellulaire est plutôt de nature lipophile. On va aussi retrouver la notion de barrière dans l'organisme, donc deux exemples particulièrement importants. La barrière hémato-encéphalique au niveau du tissu cérébral et la barrière fœto-placentaire entre la mère et son futur enfant, qui vont empêcher certains types de médicaments de passer. Paramètres qu'on mesure pour la distribution, principalement le volume de distribution VD. Il s'agit du volume apparent dans lequel semble se répartir la totalité du médicament pour que sa concentration plasmatique soit égale à celle des tissus. Si on avait une répartition homogène des médicaments,
dans les tissus et dans le sang, c'est dans ce volume qu'elle se répartirait. Cela permet d'indiquer le niveau de distribution du médicament. Donc, à savoir que chez un individu, entre guillemets, standard, pour un poids moyen de 70 kg, le plasma représente entre 3 et 4 litres, donc un peu inférieur à 5 litres. L'eau extracellulaire entre 5 et 15 litres, et intracellulaire au-dessus de 15 litres. Tout ça revient à peu près à 40 litres pour un individu appelé standard. Le volume de distribution VD va se calculer par la quantité de médicaments dans l'organisme divisé par la concentration plasmatique. Un grand volume de distribution va être lié à une concentration plasmatique faible. C'est ce qu'on va retrouver avec les médicaments ayant une forte fixation tissulaire. Un VD petit correspond à une concentration plasmatique élevée, et dans ce cas, on va être dans le cas d'une faible fixation tissulaire du médicament. Si je vous donne des exemples de volume de distribution, vous voyez que pour la gentamicine, VD est autour de 18 litres. Par contre, digoxine et flunitrazepam, on a des volumes de distribution beaucoup plus importants qui témoignent d'une très forte fixation au tissu. Donc le cas de la flunitrazepam avec 5230 litres de distribution, qui est nettement supérieur au volume réel. Maintenant, on va parler de la troisième phase pharmacocinétique, la phase de métabolisation ou biotransformation. En quoi ça consiste ? Ça consiste à la transformation de la molécule pour pouvoir l'éliminer de l'organisme, faciliter son élimination par la suite. Ça va être caractérisé par des modifications chimiques qui vont donner naissance à des métabolites. Ces modifications chimiques sont pour la plupart des résultats de réactions enzymatiques. Un médicament peut subir plusieurs biotransformations aboutissant à la formation de plusieurs métabolites différents. Les voies de métabolisation de l'organisme, on retrouve notamment la métabolisation au niveau hépatique, en grande majorité, aussi d'autres voies de métabolisation au niveau du rein, du poumon ou même de la peau. Mais elles sont minoritaires par rapport à la métabolisation hépatique. On va distinguer deux types de biotransformation classés en phase 1 et phase 2. En phase 1, les réactions de fonctionnalisation avec une modification de la structure des molécules. On va modifier ou adjoindre des groupements fonctionnels avec des réactions chimiques, d'oxydation, de réduction ou d'hydrolyse. On va notamment avoir pour les réactions d'oxydation un rôle très important des cytochromes 450, P450, que je vais vous reparler tout à l'heure, car ils jouent un rôle important dans les interactions médicamenteuses. La phase 2 du métabolisme sont des réactions de conjugaison réalisées par des enzymes cytosoliques, donc à l'intérieur des cellules, notamment au niveau du foie, mais aussi au niveau du poumon et du rein, qui vont transférer des groupements polaires, donc hydrophiles, et favorisent l'obtention de métabolites hydrosolubles, donc éliminables par voie rénale. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que certains médicaments vont être éliminés sous forme inchangée et ne pas subir de métabolisation. En ce qui concerne les métabolites, ceux-ci peuvent être plus ou moins nombreux, plus ou moins actifs que la molécule de départ. Ils peuvent n'avoir aucun effet ou à l'inverse être toxiques. On a un cas particulier, c'est quand le principe actif est inactif et que son métabolite est actif, on parle de prodrogue, ce que j'avais déjà mentionné tout à l'heure.
Donc avec ici un exemple, l'aciclovir administré par voie orale a une biodisponibilité très faible. On peut administrer prodrogue valaciclovir qui va être métabolisé et cette métabolisation va activer le médicament. En fait, au niveau du sang, c'est alors la molécule de l'aciclovir qui va être active, mais l'administration sous forme de prodrogue permet de conserver la biodisponibilité et donc l'activité. Facteurs qui vont modifier la métabolisation des médicaments, notamment les pathologies, donc l'insuffisance hépatique. Du coup, si un patient a une insuffisance hépatique, il a moins d'enzymes qui fonctionnent moins bien au niveau de son foie, il est moins capable d'assurer les biotransformations des médicaments. On peut aussi avoir un polymorphisme génétique, différentes formes des enzymes de métabolisation en fonction des gènes exprimés chez les patients. On va avoir différentes formes avec des patients qui vont être métaboliseurs lents ou à l'inverse métaboliseurs rapides. Et également l'interaction avec d'autres molécules, donc que ce soit des molécules de l'alimentation ou d'autres médicaments. Et donc c'est là où je vais vous reparler des cytochromes P450. Les cytochromes P450 sont sujets à des interactions dues à l'influence de médicaments qui vont soit inhiber leur activité, soit l'induire ou l'augmenter. Donc, dans le cas de l'inhibition des cytochromes P450, il va y avoir une réduction de l'activité enzymatique et du métabolisme, faire que le médicament va voir sa concentration augmenter, et ceci va soit conduire à une augmentation des effets soit bénéfiques ou toxiques du médicament pour les molécules directement actives, et pour les prodrogues, cela va diminuer leur effet car on réduit la métabolisation en médicaments actifs. Un exemple est le kétoconazole, donc un antifongique, mais il y a de nombreux autres antifongiques qui inhibent certains cytochromes P450 et du coup vont avoir ces effets de réduction de l'activité de métabolisation d'autres médicaments. A l'inverse, on peut avoir certaines molécules qui vont induire l'activité des cytochromes P450, par exemple la rifampicine, qui est un antibiotique. Ces molécules qui vont induire l'activité des cytochromes P450, donc les inducteurs métaboliques, vont augmenter l'activité enzymatique et du métabolisme. Ceci va conduire à une diminution de la concentration au médicament, avec pour effet soit la diminution de l'effet du médicament si les métabolites sont inactifs, ou une augmentation de l'effet ou de la toxicité si les métabolites sont actifs. La dernière phase de pharmacocinétique, E, pour élimination ou excrétion, l'étape finale du devenir du médicament pour le sortir de l'organisme. Le but est de faire disparaître la molécule de l'organisme. Les différentes voies d'élimination qui existent sont principalement la voie d'excrétion urinaire, aussi la voie d'excrétion biliaire et d'autres voies comme cutanée, pulmonaire, mais qui sont minoritaires. L'élimination rénale, comme je l'ai déjà mentionné, est la principale voie d'excrétion des médicaments. Elle va se diviser en 3 actions au niveau du néphron: la filtration glomérulaire, la sécrétion et la réabsorption. La filtration glomérulaire est passive. Les médicaments sous forme libre, non liés aux protéines plasmatiques, vont être filtrés grâce à un mécanisme dépendant de la différence de pression d'une part et d'autre de la membrane.
glomérule va agir comme un filtre des petites et moyennes molécules. La sécrétion tubulaire, quant à elle, va faire intervenir des transporteurs d'influx. Cette élimination par sécrétion tubulaire, elle va avoir lieu au niveau du tube contourné distal du néphron. Il s'agit d'un phénomène actif qui va utiliser des transporteurs et de l'énergie. C'est aussi un mécanisme saturable et pour lequel il va y avoir une compétition qui pourra s'exercer entre les différentes molécules. Un exemple de médicaments concernés par la sécrétion tubulaire, on retrouve les pénicillines, certains antiviraux ou la metformine qui est un antidiabétique oral. On va avoir l'élimination de molécules sous forme inchangée, donc des médicaments n'ayant pas subi de métabolisme, ou à l'inverse, sous forme de métabolites, donc dans le cas des médicaments que je vous ai expliqués, avec les réactions de métabolisation, sont devenus plus hydrosolubles, ce qui les permet d'être éliminés par voie urinaire. Là, on retrouve le schéma avec la représentation du néphron, le glomérule, et ensuite les tubes contournés proximales et distaux, où on va avoir les trois mécanismes, donc de filtration glomérulaire, de sécrétion et finalement de réabsorption dans certains cas. Les facteurs qui vont modifier l'élimination urinaire, notamment l'insuffisance rénale, donc toute altération du fonctionnement de l'organe va forcément être responsable d'une diminution de l'excrétion et donc un risque d'accumulation du médicament, avec le risque d'un surdosage et une apparition ou augmentation de la toxicité. Comme je l'ai mentionné dans les diapos précédentes, possibilité de compétition entre différents médicaments au niveau de l'élimination urinaire et influence aussi du pH urinaire. Une autre voie d'élimination sur laquelle je vais m'attarder est la voie d'élimination de sécrétion biliaire. Cette sécrétion, elle permet d'éliminer les molécules métabolisées ou non par le foie, en général liposolubles. Ce phénomène d'élimination est un phénomène d'élimination intestinale et il peut être contrebalancé par ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Entéro pour intestin et hépatique pour foie. Donc la bile qui va contenir le médicament, sous forme très souvent d'un dérivé conjugué, donc du métabolite, va être déversée au niveau intestinal, au niveau du duodénum. Les substances conjuguées peuvent alors subir une hydrolyse, redonnant la molécule initiale, qui pourra être de nouveau absorbée et retournée dans la circulation générale. Dans ce cas-là, on va constater un effet rebond au niveau des concentrations plasmatiques et retrouver une action et un effet du médicament. Ce type d'élimination n'est pas dépendante du rein et va être peu diminué en cas d'insuffisance rénale. On va avoir d'autres voies minoritaires, voies fécales, pulmonaires, ou des médicaments qui vont passer dans le lait. D'où, dans certains cas, la contre-indication de médicaments chez la femme allaitante. Les paramètres mesurés en ce qui concerne l'élimination, d'abord, on va retrouver la clairance. La clairance totale va correspondre à la capacité de l'organisme à épurer la molécule après avoir atteint la circulation générale. Donc elle va correspondre à un volume de sang épuré d'une molécule par unité de temps. En général, cette clairance, elle va s'exprimer en volume de plasma épuré par minute ou par heure. La clairance plasmatique totale va correspondre à la somme des clairances des différents organes excréteurs. Donc notamment la clairance rénale, la clairance hépatique, et ensuite, de façon minoritaire, la clairance des autres organes de métabolisme. Du coup, la clairance d'un organe va être proportionnelle au début de perfusion de cet organe.
On va s'attarder bien sûr sur la clairance rénale, l'excrétion rénale étant la voie d'excrétion principale de l'organisme. Celle-ci va pouvoir être calculée à partir de la clairance d'une molécule uniquement filtrée par le rein, la créatinine. Du coup, la clairance de la créatinine va être le reflet de la filtration glomérulaire, permet de déterminer le débit de filtration glomérulaire. Ce débit permet d'estimer l'élimination rénale et donc estimer le degré d'insuffisance rénale chez un patient. Pour cela, on a des formules de calcul, notamment la clairance de la créatinine selon Cockcroft-Ego. Ce calcul va être peu fiable chez certaines catégories de patients. Les enfants, les femmes enceintes, les sujets obèses et les sujets âgés. On va avoir l'existence de d'autres formules qui vont permettre de corriger certaines des imperfections du calcul de Cockcroft-Ego. Donc un autre exemple est celle de la clairance à la créatinine selon MDRD. Et cela, on va le mettre en juxtaposition avec des stades de maladie rénale déterminés par une valeur de débit de filtration glomérulaire rapportée à la surface corporelle du patient. Pour un débit de filtration glomérulaire normal, on va être autour de 120 ml par minute. On considère qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale si ce débit reste au-dessus de 90 ml par minute. En dessous de cette valeur-là, on va considérer qu'on va avoir d'abord une insuffisance rénale légère et en fonction de la diminution de ce débit de filtration glomérulaire, on va avoir une insuffisance rénale modérée, puis sévère, puis terminale quand on est en dessous de 15 ml par minute. Un autre paramètre qui va être calculé pour qualifier l'élimination est la demi-vie. La demi-vie correspond au temps nécessaire pour que la concentration plasmatique d'un médicament diminue de moitié. La demi-vie, elle va donc correspondre au volume de distribution, va dépendre du volume de distribution et de la clairance. Cette demi-vie, elle est notée T1,5 et on peut la calculer ou la déterminer graphiquement. Cette demi-vie, elle va avoir comme utilité de permettre la prédiction de quand un médicament va être totalement éliminé de l'organisme et donc va conditionner la fréquence d'administration du médicament. Là, si on regarde la diapositive, on voit donc au bout d'une demi-vie, on a 50% de la dose éliminée, 2 demi-vies 75, 3 demi-vies 87,5. Quand on va arriver entre 5 et 7 fois la demi-vie, on va avoir entre 97 et 99% de la dose éliminée. Si je prends l'exemple de la ceftriaxone, qui a une demi-vie de 8 heures. C'est-à-dire que au bout de 6 demi-vies, donc 6 x 8, 48, en 48 heures, on a éliminé à peu près la totalité du médicament dans l'organisme. Ce qui va expliquer pourquoi on ne va que l'administrer une fois par jour. À l'inverse, le cefotaxime a une demi-vie de 1 heure. C'est-à-dire qu'en 6 heures, on n'a déjà plus de médicaments dans l'organisme. Et on comprend du coup pourquoi on a une administration 3 fois par jour. Maintenant qu'on a vu en revue les 4 phases de pharmacocinétique, donc les phases A pour absorption, D pour distribution, M pour métabolisation et E pour excrétion, synthétisées avec les différentes interactions qu'il peut y avoir, à 3 niveaux notamment. Au niveau de l'absorption intestinale, on peut avoir une interaction entre les médicaments et les aliments, aussi les médicaments entre eux. Au niveau de la métabolisation hépatique, avoir une interaction des médicaments entre eux, et à certains qui vont être inducteurs ou inhibiteurs enzymatiques,
et d'autres qui vont être substrats des cytochromes, qui vont être soit induits, soit inhibés par les molécules avec lesquelles ils interagissent. Et au niveau de l'élimination aussi, on va avoir de la compétition au niveau de l'excrétion et une inhibition possible de la sécrétion dans certains cas, conduire à des interactions médicamenteuses avec des réductions ou augmentations possibles des effets toxiques ou thérapeutiques. En résumé, lors de l'absorption, le médicament passe dans le sang. On retrouve principalement en voie utilisée la voie orale avec une très grande importance de l'absorption au niveau de l'intestin. Il faut retenir le paramètre de la biodisponibilité. Ensuite, en ce qui concerne la distribution, il s'agit de la répartition du médicament dans l'organisme, qualifiée par le volume de distribution. La métabolisation va être la transformation en vue de l'élimination de l'organisme, avec un rôle particulièrement important du foie. L'élimination consiste l'excrétion du médicament de l'organisme, avec l'importance de l'excrétion urinaire et les paramètres de la clairance et de la demi-vie. Vous pouvez bien sûr trouver au niveau du Vidal, dans les RCP des médicaments, résumé des caractéristiques des produits, le résumé des paramètres pharmacocinétiques de chaque médicament, par exemple le paracétamol. Les paramètres que j'ai mentionnés au niveau des différentes phases pharmacocinétiques peuvent être étudiés graphiquement. Et ici, comme on peut voir sur les schémas graphiques, on va avoir une variation des concentrations en fonction des voies d'administration. Donc, si je donne l'exemple, les deux schémas du haut concernent les administrations IV, à gauche, bolus IV, et à droite, un schéma lié à la perfusion, avec la concentration qui va augmenter progressivement, alors que dans le cas du bolus, on a un pic important au départ qui va diminuer progressivement. Dans les deux schémas du bas, vous avez l'absorption qui apparaît en forme de cloche avec la voie orale. La concentration initiale va augmenter, la concentration va augmenter progressivement au fur et à mesure de l'absorption. Le pic va correspondre à la fin de l'absorption. Tout le médicament est passé dans la circulation générale et après va diminuer progressivement. Sur la diapositive suivante, on voit les différences entre l'administration réitérée ou l'administration unique. On peut voir dans le cas de l'administration réitérée que la concentration au fur et à mesure des administrations va augmenter et diminuer un peu en fonction de pic et vallée, mais il va y avoir au fur et à mesure des administrations une stabilisation. Dans l'inverse de l'administration unique, on va retrouver la phase d'absorption et la diminution progressive du médicament ensuite. On peut aussi retrouver la notion de marge thérapeutique. Un médicament doit être à dose ni trop élevée ni trop faible pour assurer l'effet recherché. Une dose trop importante va conduire à des effets indésirables, l'apparition d'une toxicité, et une dose trop faible va être inefficace et ne pas conduire à l'effet souhaité ou pas assez. Certains médicaments, appelés médicaments à marge thérapeutique étroite, vont avoir une faible différence entre la concentration trop élevée et la concentration trop faible, ou la dose trop élevée et la dose trop faible. Donc si on reprend cette notion graphiquement, on va avoir un seuil de toxicité et un seuil d'efficacité. Et le but est de rester toujours entre ces deux seuils pour avoir
pour maintenir une efficacité du traitement et éviter une toxicité. En pratique, il est important de respecter les doses et les intervalles de temps prescrits, donc la fréquence d'administration. Le suivi biologique et toxicologique du patient pour adapter les doses et les fréquences va être indispensable dans le cadre de certains médicaments. Je peux vous donner l'exemple notamment de la vancomycine ou des aminosides, des antibiotiques pour lesquels il y a une toxicité importante et on va avoir un suivi des concentrations résiduelles des médicaments chez le patient qui va conditionner la réadministration. En pratique, la voie d'administration, c'est souvent la voie orale qu'on va privilégier. Il ne faut pas penser que la voie injectable est plus efficace. C'est une voie d'urgence. Plus garantir une rapidité d'effet qu'un effet supérieur. Les relais par voie orale, donc les relais PEROS, sont à privilégier dès que possible. La biodisponibilité d'un médicament n'est pas liée à son efficacité. Certains médicaments ne passent pas certaines barrières biologiques et nécessitent d'utiliser une voie alternative d'administration. Notamment certains médicaments qui, lors de l'administration orale, vont être dégradés et du coup, on va plutôt favoriser une autre forme. Merci de votre attention. Vous pouvez me contacter par mail vincent.sophie94@gmail.com si vous avez des questions. Je serai contente d'y répondre.